Après que mon fils m'a annoncé que je n'étais pas invité au dîner de Noël parce que sa femme voulait une célébration privée avec sa vraie famille, je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Et je n'ai certainement pas supplié. J'ai simplement démarré le moteur de mon vieux pick-up de 20 ans et je suis parti en silence. Le seul bruit était le ronronnement du chauffage et la notification sur mon téléphone confirmant un virement automatique de 4 800 $ pour le paiement de son prêt immobilier. J'ai regardé l'écran une dernière fois, puis j'ai appuyé sur Annuler. 2 jours se sont écoulés dans un silence total. Puis mon téléphone s'est illuminé avec 30 appels manqués de sa part et de celle de sa femme. Je me suis servi un verre de scotch, je me suis installé dans mon fauteuil inclinable et je l'ai laissé sonner jusqu'au 31e appel. Avant de continuer cette histoire, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Mettez un like et abonnez-vous si vous avez déjà dû rappeler à quelqu'un qui payait réellement les factures. C'était le 15 décembre et le chauffage de mon Ford F-150 de 2004 vibrait comme un poumon à l'agonie. J'étais garé dans l'allée de la maison que j'avais achetée 5 ans plus tôt, une grande maison coloniale à 350 000 $ sur Oak Street que mon fils Brandon aimait appeler son domaine. Sur mes genoux reposait une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvait une Rolex Daytona Vintage, une montre que j'avais achetée aux enchères pour 25 000 $ avec l'intention de la lui offrir comme cadeau d'héritage, un symbole montrant qu'il devenait enfin l'homme que j'avais espéré qu'il serait. J'étais arrivé en avance pour notre déjeuner d'avant Noël, mais avant même que je puisse détacher ma ceinture, mon téléphone a vibré sur le tableau de bord. C'était Brandon. « Salut, papa !» a-t-il dit d'une voix tendue et préparée, comme chaque fois que Vanessa se tenait juste à côté de lui pour diriger la conversation. « Écoute, pour Noël cette année, les choses sont devenues un peu compliquées. Les parents de Vanessa, Ted et Linda arrivent de Florida à la dernière minute. Et tu sais comment Linda est avec les allergies. » J'ai jeté un regard au siège passager vide, là où mon Golden Retriever, Buster, s'asseyait d'habitude. J'avais laissé le chien au chenil spécialement pour ce voyage, même si cela m'avait coûté 300 $, parce que je savais que Vanessa détestait les poils de chien. J'ai gardé une voix calme. « Tu sais, Buster est au chenil, Brandon. Je suis seul, d'accord ? » « Oui, je sais. » a bafouillé Brandon, et j'entendais Vanessa chuchoter avec agressivité en arrière-plan. « Écoute, papa, ce n'est pas seulement le chien. C'est une question d'espace. La maison va être pleine et Vanessa veut vraiment que cette année soit centrée sur la famille nucléaire. Tu vois, juste nous et ses parents, quelque chose d'intime. On pense simplement que ce serait mieux de se voir après les fêtes, peut-être en janvier. La famille nucléaire. L'expression est restée suspendue dans l'air froid de la cabine. J'ai levé les yeux vers la maison. Cette maison avec 4 chambres, 3 salles de bain et demi et un garage chauffé pour 3 voitures. La maison dont je payais le prêt immobilier chaque mois, ponctuellement, parce que Brandon disait que son salaire de jeune assistant marketing avait besoin de temps pour augmenter. J'ai regardé la couronne accrochée à la porte, celle que j'avais payée l'année précédente, et j'ai senti un calme étrange m'envahir. C'était le détachement froid et professionnel d'un homme qui avait passé 40 ans comme directeur financier à prendre des décisions difficiles sur des actifs défaillants. « Donc, je ne fais pas partie de la famille nucléaire ?» ai-je simplement demandé. « Papa ne rend pas les choses dramatiques », a répondu Brandon, sa voix perdant sa culpabilité pour prendre un ton défensif. « On a juste besoin d'espace. On a besoin d'intimité. Tu as ton appartement en centre-ville. Tu vas très bien. Tu n'as pas besoin d'être ici à rendre les choses gênantes avec Ted et Linda. Ce sont des gens très particuliers. Des gens très particuliers. Je connaissais Ted et Linda Carter. C'était le genre de personnes qui commandèrent le vin le plus cher au restaurant avant d'oublier leur portefeuille. Le genre de personnes qui jugeaient mon vieux pick-up et mes chemises en flanelle sans savoir que l'entreprise d'où j'avais pris ma retraite me versait encore des honoraires de consultant supérieurs à toutes leurs économies réunies. Mais Brandon ne le savait pas non plus. Pour lui, j'étais simplement Doug, le vieux, avec une pension et un pick-up. « D'accord, » ai-je dit. Je n'ai pas laissé ma voix trembler. Je ne lui ai pas laissé entendre la fissure dans ma poitrine, là où mon cœur se trouvait autrefois. Je comprends parfaitement, Brandon. Tu veux de l'intimité. Tu veux passer les fêtes avec les personnes qui comptent. Je ne te dérangerai plus. Attends,
Papa, tu es fâché ?» a demandé Brandon, s'attendant à ce que je me dispute, à ce que je le culpabilise pour qu'il puisse jouer la victime. « Non, mon fils, » ai-je dit en regardant la boîte en velours sur mes genoux. « Je ne suis pas fâché. Je fais simplement des ajustements. Passe un bon Noël avec les Carter. J'espère qu'ils te donneront tout ce que tu mérites. » J'ai raccroché avant qu'il puisse ajouter un mot. J'ai regardé la maison une dernière fois, les lumières aux fenêtres, l'ombre de Vanessa bougeant dans la cuisine, probablement en train de rire de la facilité avec laquelle il était possible d'écarter le vieux. J'ai passé la marche arrière. La Rolex a fini dans la boîte à gants. Je n'en aurais pas besoin aujourd'hui. J'avais une course beaucoup plus importante à faire. Je ne suis pas retourné à mon appartement. À la place, j'ai conduit directement jusqu'à l'agence du centre-ville de First National Bank. Le bâtiment était imposant, avec des colonnes de marbre et des lettres dorées, le genre d'endroit qui intimide les gens vivant d'un salaire à l'autre. J'ai garé mon pick-up rouillé juste à côté d'une Mercedes brillante, ce qui m'a valu le regard méprisant d'un homme en costume à 3000 $. Je l'ai ignoré. J'ai ajusté ma chemise en flanelle, pris ma canne et je suis entré. Le hall était rempli de gens venus encaisser des chèques de fin d'année, mais je ne me suis pas mis dans la file. Je suis allé directement vers la porte vitrée, marquée « Gestion privée de patrimoine ». La jeune réceptionniste a levé les yeux, prête à me dire que je n'étais pas au bon endroit, puis elle a vu mon visage. « Monsieur Prentice », a-t-elle dit en se levant immédiatement. « Nous ne vous attendions pas aujourd'hui. Souhaitez-vous un café ?»« Noir », ai-je répondu en passant devant elle vers le bureau d'angle. « Je dois voir Monsieur Henderson maintenant. » 5 minutes plus tard, j'étais assis en face du directeur d'agence, les yeux fixés sur un écran d'ordinateur qui affichait ma vie financière en chiffres froids et précis. Mes comptes n'étaient pas seulement en bonne santé. Ils étaient considérables. Investissements, biens immobiliers et liquidités que j'avais bâtis en 40 ans de semaines de 70 heures. Mais je n'étais pas là pour vérifier mon portefeuille d'actions. J'étais là pour une seule ligne précise. L'ordre permanent pour le 24 Oak Street, ai-je dit en pointant l'écran de mon doigt calleux. Le paiement du prêt immobilier de 4 800 $ prévu le 1er de chaque mois. Annulez-le. Monsieur Henderson a cligné des yeux, passant de l'écran à moi. Monsieur, c'est le prêt immobilier de la maison de votre fils. Vous le payez automatiquement depuis 5 ans. Si nous l'annulons maintenant, le paiement dû le 1er janvier sera rejeté. La banque enverra immédiatement un avis de défaut. Cela pourrait affecter le score de crédit lié à la propriété. « Je sais comment fonctionnent les prêts immobiliers », ai-je répondu d'une voix plate. Je me suis penché en avant. La propriété est bien au nom de Brandon, n'est-ce pas? Je ne suis que garant et payeur. C'est exact, Monsieur Prentice, mais vous avez toujours couvert les paiements. Vous prenez même en charge les taxes foncières et l'assurance. Plus maintenant, ai-je dit, annulez le virement, annulez le paiement de l'assurance. Annulez aussi les frais de jardinage et l'entretien de la piscine, avec effet immédiat. Monsieur Henderson a tapé sur son clavier, le bruit des touches résonnant comme des coups de feu dans le calme du bureau. Il s'est arrêté, la main suspendue au-dessus de la touche « Entrée ». « Monsieur Prentice, êtes-vous certain? Cela va provoquer une perturbation importante. Votre fils sera responsable de la totalité du montant, plus les pénalités de retard, s'il ne paie pas dans les 15 jours suivant l'échéance. J'ai pensé au mot « perturbation ». J'ai pensé à Brandon debout dans sa cuisine, me disant que je n'étais pas assez de la famille pour manger de la dinde à sa table. J'ai pensé à Vanessa levant les yeux au ciel chaque fois que j'entrais dans une pièce. J'ai pensé aux 4 800 $ quittant mon compte chaque mois avec la régularité d'une horloge, de l'argent que j'avais gagné en sacrifiant mes propres vacances, en travaillant les week-ends, en construisant un avenir pour un fils qui avait honte de moi. « J'en suis certain, » ai-je dit. « Coupez tout. » Monsieur Henderson a appuyé sur la touche. « C'est fait. Le virement automatique est annulé. Autre chose ? » « Oui, » ai-je dit en me levant. « Je veux transférer les 200 000 $ que j'avais placés dans le trust liquide pour son futur enfant. Déplacez-les vers mon fonds personnel de voyage. Je crois que je vais faire un très long voyage l'année prochaine. Je suis sorti de la banque en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis 10 ans. L'air d'hiver m'a frappé le visage et, pour la première fois, il ne m'a pas paru froid. Il était vif. Il avait le goût de la liberté.
Je suis remonté dans mon pick-up et j'ai conduit jusqu'à un petit diner en périphérie de la ville. J'ai commandé un burger et une bière et j'ai mangé seul. C'était le meilleur repas que j'avais pris depuis des années. Je n'étais plus un donateur. Je n'étais plus un portefeuille. J'étais simplement Doug et pour la première fois, j'étais dangereux parce que je n'avais plus rien à perdre. Ce soir-là, je suis rentré à mon appartement. C'était un penthouse au dernier étage de l'immeuble le plus exclusif de la ville. Mais Brandon ne l'avait jamais vu. Il pensait que je vivais dans le studio d'une chambre au 2e étage, un appartement de façade que je gardais pour préserver mon apparence modeste. J'ai pris l'ascenseur privé jusqu'au 30e étage, là où les sols étaient en marbre italien, et où la vue s'étendait jusqu'au port. Je me suis servi un verre de scotch de 25 ans d'âge, et je me suis assis dans mon fauteuil en cuir, regardant les lumières de la ville en contrebas. J'ai sorti mon iPad et ouvert Facebook contre mon meilleur jugement. J'avais besoin de voir. J'avais besoin de confirmer que j'avais fait le bon choix. Et c'était là. Une photo publiée par Vanessa 1 heure plus tôt. La légende disait « Enfin, un Noël avec des gens qui ont une vraie classe. » Objectif, famille bénie. La photo avait été prise dans la salle à manger de la maison Dog Street. Ma salle à manger. La table était dressée avec la porcelaine fine que ma défunte épouse Béatrice avait réunie pièce par pièce pendant 30 ans. Vanessa avait exigé que je la leur offre comme cadeau de mariage en disant qu'elle serait en sécurité avec elle. Et là, à la place d'honneur, dans la chaise où je m'étais assis pour chaque grande fête depuis 5 ans, se trouvait Ted Carter. Ted portait un costume qui semblait trop serré et tenait un verre de vin que je savais provenir de la cave que j'avais remplie. Il riait, le visage rouge et congestionné, ressemblant à un roi tenant sa cour dans un château pour lequel il n'avait pas payé un centime. Linda était à côté de lui, portant un collier qui ressemblait étrangement à celui que Béatrice avait laissé pour sa future petite-fille. J'ai agrandi la photo. Brandon était à l'arrière-plan, légèrement flou, en train de les servir comme un serveur. Il avait l'air épuisé, mais il souriait. Ce sourire désespéré de complaisance qu'il utilisait quand il cherchait l'approbation. Il célébrait mon exclusion. Il portait un toast à leur Noël amélioré, heureux que le vieux embarrassant avec son pick-up soit absent pour qu'ils puissent prétendre être des aristocrates. J'ai senti une rage froide s'installer dans mon ventre. Ce n'était pas l'éclair brûlant de colère qui vous fait crier. C'était le calcul glacial d'un homme qui comprend que son investissement est devenu toxique. J'ai fermé Facebook et ouvert ma liste de contacts. J'ai fait défiler les noms de famille, puis ceux des amis, jusqu'à trouver le numéro de Samuel Abernathy. Abernathy n'était pas seulement avocat. C'était un requin en costume 3 pièces, mon meilleur ami depuis l'université et le seul homme qui savait exactement combien je valais. C'était lui qui avait rédigé l'accord original pour la maison, celui que Brandon avait signé sans le lire, parce qu'il était trop occupé à regarder la piscine. J'ai appuyé sur appeler. Ça a sonné 2 fois. La voix d'Abernathy était grave et chaleureuse. « Il est 20 heures. Pourquoi n'es-tu pas à la soirée de préparation avec le gamin ?»« On m'a désinvité, » ai-je dit en prenant une lente gorgée de scotch. Silence au bout du fil, puis un rire bas et sombre. « Désinvité ? Tu paies le toit au-dessus de leur tête, Doug. »« Plus maintenant, » ai-je répondu. « J'ai annulé les paiements aujourd'hui. » Mais ce n'est pas suffisant, Sam. J'ai vu une photo. Ted Carter est assis dans mon fauteuil et boit mon vin. Je veux activer le dossier Prentice. Abernathy a sifflé doucement. Le dossier Prentice, l'option nucléaire. Tu es sûr de toi, Doug? Une fois que nous appuierons sur ce bouton, il n'y aura pas de retour possible. Ce document contient la note d'exigibilité, le second privilège. S'il fait défaut, ça le dépouille de tout. On parle d'une ruine financière totale pour le gamin s'il ne peut pas payer dans les 30 jours. J'ai regardé de nouveau la photo. Le visage satisfait de Ted Carter. Le sourire faible de mon fils. La légende sur la vraie classe. « Exécute-le », ai-je dit doucement. « Lance la clause 14B. Je veux que la lettre de mise en demeure arrive sur son pas de porte le lendemain de Noël. Laisse-les profiter de leur fête. Puis, Sam, je veux que tu prennes tout. » J'ai raccroché et je me suis approché de la fenêtre. En bas, la ville était pleine de gens pressés par les achats de Noël, des gens courant acheter des cadeaux pour ceux qu'ils aimaient.
Je les ai observés longtemps. La neige a commencé à tomber, couvrant le monde d'une poussière blanche. Cela semblait paisible, mais à l'intérieur du penthouse, la guerre venait de commencer. Mon fils voulait un Noël sans moi. Il voulait l'indépendance. Il voulait être un grand homme avec la famille chic de sa femme. Eh bien, ai-je pensé en terminant mon verre, il allait bientôt découvrir combien coûte exactement le fait d'être un grand homme. Et le prix allait être bien supérieur à 4 800 $ par mois. Le 1er janvier est censé être un jour de résolution, de nouveau départ et de commencement. Pour moi, ce n'était qu'un mardi sur la Snake River, debout dans l'eau glacée jusqu'aux genoux, une canne à mouche à la main. L'air était assez vif pour geler le souffle dans mes poumons, et le silence était absolu. Il n'y avait que le bruit de l'eau se précipitant sur les rochers et le sifflement régulier de ma ligne fendant l'air. J'avais désactivé les notifications de mes emails, mais j'avais laissé la sonnerie des appels. Pas parce que je voulais parler à qui que ce soit, mais parce que je savais que l'inévitable arrivait. Et une partie de moi, ce calculateur froid qui avait géré des portefeuilles de milliards de dollars, voulait savoir exactement quand la bombe exploserait. C'est arrivé à 10h14 du matin. Le téléphone dans la poche de ma veste a vibré contre mon cœur, brisant la paix de la rivière. Je n'avais pas besoin de regarder l'écran pour savoir qui appelait. J'ai ramené ma ligne, posé lentement la canne contre une grosse pierre grise et sorti l'appareil. Le nom de Brandon clignotait à l'écran. J'ai bu une gorgée de café noir de mon thermos, laissant la vapeur réchauffer mon visage avant de faire glisser mon pouce sur l'écran pour répondre. Je n'ai pas dit bonjour, j'ai simplement écouté. « Papa, qu'est-ce que tu as fait ?» La voix à l'autre bout du fil n'était pas celle d'un homme de 32 ans. C'était la panique aiguë d'un adolescent qui venait de détruire la voiture familiale. « Il y a un solde négatif, papa. Un énorme solde négatif. La banque vient de prendre tout ce que j'avais, puis elle m'a ajouté des frais de découvert. Qu'est-ce qui se passe? Ton virement a été rejeté? Ai-je demandé en regardant la rivière, où un pigargue à tête blanche tournait au-dessus de l'eau à la recherche d'une proie. Le contraste entre la majesté de la nature et les petites querelles de mon fils était frappant. « Bonne année, Brandon !» ai-je ajouté d'une voix calme, stable, totalement dépourvue de l'urgence qu'il projetait. « Bonne année !»« Tu es fou !» a hurlé Brandon, et j'entendais en arrière-plan le bruit d'une télévision, probablement la Rose Parade, et le tintement de couverts. On aurait dit qu'il prenait un brunch. « Tu m'as entendu ? Le paiement du prêt est passé automatiquement, mais ton virement n'était pas là. La banque a pris 4 800 $ sur mon compte courant, papa. Je suis en dessous de zéro maintenant. Le prélèvement automatique a déclenché une cascade. J'ai 4 avis de fonds insuffisants sur mon téléphone pour l'électricité, le câble et l'abonnement à la salle de sport. Répare ça. Tu dois virer l'argent tout de suite. » J'ai dévissé le bouchon de mon thermos et versé une autre tasse. La vapeur s'est élevée dans l'air froid comme de la fumée. J'ai pris mon temps avant de répondre, laissant sa panique remplir le silence, le laissant transpirer. « Je n'ai pas oublié, Brandon, » ai-je dit. J'ai annulé l'ordre permanent. Le silence à l'autre bout du fil a été total. Il a duré 5 secondes, puis 10. C'était le bruit d'une vision du monde en train de s'effondrer. « Tu as fait quoi ?» a-t-il murmuré, la voix tremblante. « Tu l'as annulé ? Pourquoi tu ferais ça? C'est à cause de Noël ?» Papa, sérieusement, c'est parce qu'on voulait passer une seule fête seule? J'ai laissé échapper un petit rire sec, perdu dans le vent. Ce n'est pas à cause de Noël, mon fils. C'est une question de respect, et c'est une question d'écoute. Je t'ai écouté, Brandon. Tu as été très clair. Tu m'as dit que tu voulais de l'intimité. Tu m'as dit que tu voulais te concentrer sur ta famille nucléaire. Tu m'as dit que je prenais trop de place. Alors j'ai reculé. J'ai continué à observer l'aigle plonger vers l'eau. Je respecte tes limites. Les limites financières en font partie. Si tu veux être une famille nucléaire privée et indépendante, tu dois payer ton propre toit. C'est ainsi que fonctionne l'indépendance. Mais tu ne peux pas simplement arrêter de payer sans me prévenir, Brandon. Sa voix est remontée, se brisant dans l'hystérie. Tu sais que je n'ai pas ce genre de liquidité sur mon compte d'exploitation. Mon salaire est correct, mais il ne suffit pas à couvrir le prêt immobilier et tout le reste en ce moment. Pas ce mois-ci. Et pourquoi cela, Brandon? Ai-je demandé.
Je connaissais son salaire. Il gagnait 6 chiffres. Ce n'était pas une fortune, mais c'était suffisant pour payer les factures s'il vivait selon ses moyens. Pourquoi es-tu fauché le 1er janvier? Il y a eu une hésitation, une pause qui m'a tout dit. C'était la pause d'un homme qui sait qu'il a fait quelque chose d'incroyablement stupide et qu'il est sur le point d'être découvert. J'ai eu des dépenses, a marmonné Brandon. Quelles dépenses? Ai-je insisté, ma voix se durcissant, abandonnant l'indifférence détendue du pêcheur pour prendre le ton du directeur financier menant un audit. Parle plus fort. On a acheté une voiture, a-t-il dit d'une petite voix. Tu as une voiture parfaitement correcte, ai-je répondu. Je t'ai acheté cette Lexus il y a 3 ans. Elle est payée. On avait besoin de quelque chose de plus grand, a dit Brandon en redevenant défensif. Quelque chose de mieux pour la neige. Et comme Ted et Linda venaient, Vanessa voulait aller les chercher dans quelque chose qui fasse convenable. On a loué un Range Rover, papa. Un tout neuf. L'acompte était de 6 000 $, plus le premier mois de location. J'ai fermé les yeux et me suis frotté l'arête du nez. Un Range Rover. Il avait vidé toutes ses liquidités pour verser un acompte sur un SUV de luxe, juste pour impressionner un beau-père techniquement sans domicile et une belle-mère qui jugeait les gens à leurs chaussures. Il avait vidé son filet de sécurité pour jouer au chauffeur de 2 parasites, en supposant que papa continuerait à payer le prêt de la grande maison. Donc, si je comprends bien, ai-je dit d'une voix devenue dangereusement basse, tu as dépensé ton propre argent dans une voiture de luxe pour impressionner les Carter et tu as simplement supposé que je couvrirais le toit au-dessus de ta tête. Tu as préféré avoir l'air riche plutôt que d'être solvable. Ce n'est pas comme ça, papa, a bafouillé Brandon. On pensait pouvoir gérer. On pensait que ton virement était garanti. Tu n'as jamais dit que c'était conditionnel. Tout est conditionnel, Brandon, ai-je répondu. Les relations sont conditionnelles. Le respect est conditionnel. Et mon argent est définitivement conditionnel. Tu as rompu les termes de notre arrangement quand tu as décidé que je n'étais pas assez bien pour m'asseoir à ta table. Mais ne t'inquiète pas, tu as ce Range Rover tout neuf. Tu pourras dormir dedans si la banque prend la maison. Papa, s'il te plaît, tu dois arranger ça. Le paiement du prêt a été rejeté. Mon compte est gelé. Je ne peux même plus acheter de nourriture maintenant. Ted et Linda attendent un dîner de prime rib ce soir. Je ne peux pas le payer. J'ai regardé la rivière de nouveau. L'aigle avait attrapé un poisson. Il s'éloignait, les écailles argentées de sa proie scintillant au soleil d'hiver. La nature suivait son cours, impitoyable et efficace. Ça ressemble à un problème de famille nucléaire, Brandon, ai-je dit. Je te suggère de demander un prêt à Ted Carter. Il a l'air d'un homme de moyens, non? Ou peut-être peux-tu rendre le prime rib et manger une tarte à l'humilité. C'est moins cher et bien meilleur pour ton caractère. Papa, attends, ne raccroche pas. Je pêche, Brandon, ai-je dit. Je dois me concentrer. Les poissons mordent aujourd'hui. J'ai appuyé sur le bouton rouge, mettant fin à l'appel. J'ai complètement éteint le téléphone et l'ai glissé dans ma poche. Je suis resté longtemps debout dans la rivière, à écouter l'eau. La paix est revenue, mais elle était différente maintenant. Elle était lourde. C'était le silence pesant d'un pont brûlé jusqu'aux fondations. Mon fils paniquait. Non pas parce que je lui manquais, mais parce qu'il avait construit une vie de verre sur une fondation faite de mon argent, et qu'il venait de lancer une pierre sur la seule personne qui la soutenait. J'ai lancé de nouveau ma ligne dans l'eau, observant la mouche danser à la surface. Je me suis demandé comment se passerait le dîner de prime rib ce soir-là. Je me suis demandé comment Vanessa réagirait quand la carte bancaire serait refusée à l'épicerie. Je me suis demandé si Ted Carter proposerait de payer, ou s'il resterait simplement assis dans mon fauteuil à boire mon vin, en attendant que quelqu'un d'autre règle le problème. J'ai attrapé 3 truites ce jour-là. Je les ai nettoyées sur la rive, les mains engourdies par le froid. C'était un travail honnête, bon. Et en reprenant la route vers la ville, je savais que ce n'était que le premier domino. Le prêt immobilier n'était que le début. Brandon n'avait aucune idée de la profondeur réelle du trou. Il ne savait rien de l'assurance, des taxes, des services publics, des abonnements au club. Il pensait qu'il manquait simplement un paiement. Il allait découvrir qu'il lui manquait tout un système de survie.
2 jours après avoir raccroché au nez de mon fils au milieu de la rivière, j'étais assis dans mon bureau avec un homme nommé Julian, un détective privé qui facturait 300 $ de l'heure et valait chaque centime. Il m'a remis une épaisse chemise manille remplie de photographies et de transcriptions détaillant les événements du 1er janvier dans la maison que j'avais payée. Le rapport peignait le portrait vivant d'un navire en train de couler, où les rats commençaient déjà à se retourner les uns contre les autres. Il semblait que le dîner de prime rib n'était jamais arrivé sur la table et que la famille nucléaire traversait une fusion totale. Julian m'a raconté qu'après mon appel avec Brandon, l'atmosphère dans la maison était passée de la célébration à la panique. Brandon avait essayé de sauver la soirée en se rendant chez le boucher haut de gamme de la ville, avec l'intention d'acheter les 300 $ de bœuf de premier choix que Ted Carter attendait. Mais arrivé à la caisse, sa carte de débit avait été refusée. La banque avait immédiatement gelé ses avoirs, exactement comme je l'avais prévu. Il avait dû abandonner les courses sur le comptoir, sortant devant une file de voisins qu'il avait vu s'effondrer. Il était rentré chez lui non pas avec un festin, mais avec un assortiment humiliant de pizzas surgelées et de nouilles instantanées, achetées avec l'argent liquide et les pièces trouvées dans la console centrale de son nouveau Range Rover. La scène à table ce soir-là était un chef-d'œuvre de dysfonctionnement, décrite par Julian avec des détails savoureux grâce à ses sources proches de la famille. La porcelaine fine que je leur avais offerte était dressée, mais au lieu d'un rôti, elle portait des blocs de ramen figés et des croûtes de pizza brûlées. Ted Carter était assis en bout de table, fixant la nourriture avec le mépris d'un monarque à qui l'on aurait servi de la boue. Il piquait les nouilles avec sa fourchette en argent, regardant autour de lui comme s'il attendait que les vrais domestiques arrivent avec le vrai dîner. Linda, à côté de lui, frissonnait en resserrant son châle en cachemire autour de ses épaules, parce que le thermostat intelligent, dont je payais l'abonnement mensuel, était automatiquement repassé en mode éco pour économiser l'énergie, abaissant la température de la maison à un froid 60 degrés. Elle se plaignait bruyamment, demandant pourquoi la cheminée n'était pas allumée, sans comprendre que l'allumeur au gaz nécessitait des frais de service qui n'étaient plus prélevés automatiquement. Vanessa, elle, était la chef d'orchestre de ce désastre. Elle faisait les 100 pas dans la pièce, un verre du dernier bon vin à la main, essayant de transformer le fiasco en récit de victoire. Elle ne mangeait pas, elle discourait. Elle disait à Brandon d'arrêter de consulter son application bancaire. Elle lui disait que je n'étais qu'un vieux homme amer en pleine crise sénile. Un manipulateur solitaire essayant d'acheter de l'affection, disait-elle. Ne le rappelle pas, Brandon. Il bluffe. Il essaie de nous manipuler avec son argent. Mais nous avons de la dignité. Si tu l'appelles maintenant, tu le laisses gagner. Il paiera la semaine prochaine. Il tient trop à sa réputation pour laisser cette maison partir en saisie. Attends qu'il cède. Brandon était assis, la tête entre les mains, écrasé par la réalité de sa ruine financière. Il essayait d'expliquer que les frais bancaires s'accumulaient d'heure en heure, que le prêt immobilier était déjà techniquement en retard. Mais Vanessa l'a coupé avec un rire sec. Elle l'a traité de faible. Elle lui a dit qu'il devait tenir tête à son père pour me montrer qu'il n'avait pas besoin de ma charité, alors même qu'ils étaient assis dans le noir, à manger une nourriture destinée à des étudiants fauchés. Puis Ted Carter a pris la parole en essuyant de la sauce tomate bon marché de sa lèvre. Il n'a pas proposé d'aider. Il n'a pas sorti son portefeuille pour payer les courses ou les factures. Il a regardé Brandon non pas avec compassion, mais avec l'agacement d'un client d'hôtel 5 étoiles dont le service vient soudainement de se dégrader. Il a demandé pourquoi le chauffage de la piscine ne fonctionnait pas. Il a dit qu'il avait prévu de nager le matin et que l'eau était glaciale. Il a demandé pourquoi les chaînes premium du câble étaient bloquées, l'empêchant de regarder son tournoi de golf. Il a regardé son gendre et a dit « Brandon, tu dois gérer ton père. C'est inacceptable. Nous sommes venus ici pour nous détendre, pas pour vivre comme des réfugiés dans une maison froide. Arrange ça, mon garçon, sinon nous allons avoir un sérieux problème. » Le rapport se terminait par une description de la fin de la soirée. Brandon n'a pas dormi dans la chambre principale cette nuit-là. Vanessa l'a enfermé dehors, lui disant d'aller dormir dans la chambre d'amis jusqu'à ce qu'il se découvre une colonne vertébrale. Il a passé la première nuit de la nouvelle année sur un matelas bosselé,
à écouter ses beaux-parents se plaindre dans la pièce voisine, pendant que je dormais profondément dans mon penthouse, enveloppé dans des draps de soie. Le chaos n'était pas seulement financier, il était structurel. Le fondement de leur bonheur était mon chéquier, et sans lui, les murs commençaient déjà à s'effondrer. J'ai refermé le dossier et ressenti une satisfaction froide. La leçon venait seulement de commencer, et il n'avait aucune idée de combien les choses allaient empirer. Le 15 janvier est arrivé avec la précision grise et implacable d'un contrôle fiscal. C'est une date qui n'a aucune importance pour les sentimentaux, mais pour un homme de finance, c'est une échéance gravée dans la pierre. C'est le jour où le délai de grâce prend fin, le jour où les rappels polis de la banque se transforment en menaces juridiques, et le jour où l'infrastructure d'une vie subventionnée s'effondre officiellement. J'étais assis dans mon bureau, au-dessus de la ville, à regarder la neige tomber contre la vitre tout en buvant mon café et en attendant. Lorsque l'horloge a sonné 9 heures du matin, j'ai su qu'à l'autre bout de la ville, dans la maison d'Oak Street, le cœur numérique de la vie de mon fils venait de s'arrêter. Je le savais parce que j'étais l'administrateur du compte. Le fournisseur d'accès à Internet, une entreprise qui n'accordait pas de prolongation pour les paiements manqués, avait programmé la coupure pour 9 heures précises. Julian, mon détective, m'a plus tard décrit la scène avec la précision sèche d'un correspondant de guerre racontant un siège. La maison est devenue sombre. Pas littéralement, mais numériquement. La connexion fibre optique haut débit qui alimentait leurs téléviseurs intelligents, leurs tablettes, leurs téléphones et leurs liens avec le monde extérieur a tout simplement disparu. Ted Carter a été le premier à le remarquer. Il était assis dans le salon, enveloppé dans une couverture parce que le chauffage était toujours réglé en mode éco, essayant de consulter son portefeuille d'actions sur son ordinateur portable. Ou du moins faisant semblant de le consulter. J'avais toujours soupçonné que le portefeuille de Ted était aussi vide que ses promesses. Lorsque la page n'a pas chargé, il a frappé les touches avec agressivité, puis a claqué l'ordinateur en appelant Brandon. Les voyants du modem étaient passés d'un vert rassurant à un rouge clignotant et mort. Au même moment, dans le petit salon, Linda essayait de regarder une émission matinale en streaming. L'écran s'est figé, affichant une roue de chargement qui ne finirait jamais de tourner. Elle a poussé un cri qui a résonné dans toute la maison froide, accusant Brandon d'avoir cassé la télévision. Mais la panne numérique n'était que le premier domino. La télévision par câble, que j'avais groupée avec Internet, s'est coupée quelques secondes plus tard, laissant les écrans remplis de parasites et de messages d'erreur. Puis est venue la dégradation physique. Le service de piscine, qui passait chaque mardi matin, ne s'est pas présenté. La piscine chauffée à l'arrière, qui nécessitait un équilibrage chimique et un nettoyage hebdomadaire, commençait déjà à prendre une teinte verdâtre et trouble. Le système de filtration, détectant l'absence d'entretien, s'était automatiquement arrêté pour protéger les pompes. Les feuilles de la récente tempête flottaient à la surface, abandonnées, dérivant comme des débris d'un naufrage. La pelouse impeccable commençait à avoir l'air négligée. Les poubelles de la semaine précédente étaient encore pleines au bord du trottoir parce que l'entreprise privée de ramassage n'avait pas reçu son acompte trimestriel. Dans la cuisine, Brandon fixait son téléphone, regardant les barres de signal diminuer. Il essayait d'utiliser ses données mobiles, mais sans Wi-Fi pour soutenir la charge lourde de 4 adultes constamment en streaming, le plafond de données avait été atteint en quelques minutes, réduisant leur débit à presque rien. Il se tenait au centre de la cuisine, entouré des plaintes de ses beaux-parents, sentant les murs se refermer autour de lui. Puis la sonnette a retenti. Ce n'était pas un visiteur. C'était le facteur, venu livrer une lettre recommandée. L'enveloppe était épaisse, inquiétante, tamponnée à l'encre rouge. Brandon a signé, la main tremblante. Il savait ce que c'était avant même de l'ouvrir. J'en avais reçu une copie numérique au même moment. La banque ne plaisante pas avec les prêts immobiliers de grande valeur. Il a déchiré l'enveloppe là, dans la cuisine. L'entête venait du service des saisies de First National Bank. Les mots étaient en gras et sans compromis. Avis de défaut. Accélération de la dette. La lettre indiquait clairement que le prêt immobilier était en retard, que le délai de grâce avait expiré, et qu'à moins que le montant total, plus les frais et pénalités de retard, ne soient payés immédiatement, la banque lancerait la procédure légale de saisie du bien.
Le calendrier était court. La menace était absolue. Brandon a laissé tomber la lettre sur le comptoir. Le papier a glissé sur le granit, s'arrêtant près d'un bol de fruits pourris. Vanessa l'a arraché, ses yeux parcourant le jargon juridique. Son visage, qui portait d'habitude un masque d'ennui supérieur, s'est tordu dans une grimace de venin pur. « Il fait ça exprès !» a-t-elle sifflé en jetant la lettre. Ce n'est pas seulement qu'il a arrêté de payer. Brandon, c'est une attaque. Il veut nous humilier. Il veut que mes parents nous voient échouer. Regarde ça, il a coupé Internet. Il a coupé la piscine. Il a probablement appelé la banque lui-même pour accélérer les choses. Ted Carter est entré dans la cuisine en tenant son ordinateur mort comme un bouclier. « C'est inacceptable, Brandon !» a-t-il tonné, sa voix tremblant de l'indignation d'un homme qui n'avait jamais payé une facture à temps de sa vie. « Nous gelons, nous nous ennuyons, et maintenant, j'apprends que nous pourrions devenir sans-abri. C'est comme ça que tu subviens aux besoins de ta famille? Tu nous as fait venir ici sous de faux prétextes. Tu nous avais promis des vacances luxueuses et nous vivons dans un camp de squatteurs. » Linda a ajouté, en s'enroulant les bras autour du corps, « Nous aurions dû rester en Florida. Nous aurions dû aller à l'hôtel. » C'est abusif, Brandon. Ton père est un monstre de nous laisser subir ça, mais c'est toi qui lui as permis de s'en tirer. Brandon les a regardés, puis a regardé sa femme, puis la vie de saisie. Il était coincé, ruiné et terrifié. Mais au lieu de voir la vérité, au lieu de comprendre qu'il était le capitaine de ce navire en train de sombrer, il a laissé Vanessa le diriger vers la seule cible qu'il se sentait capable d'attaquer. « Il ne va pas s'en tirer comme ça », a dit Vanessa d'une voix basse et dangereuse. Elle s'est approchée de Brandon et lui a saisi les épaules, le secouant. « Regarde-moi. » Il est assis dans son triste petit appartement de location, probablement en train de rire de nous. Il pense pouvoir nous donner une leçon. Il pense pouvoir nous contrôler avec son argent. Mais il oublie quelque chose. Il a besoin de nous. C'est un vieil homme solitaire, Brandon, et nous sommes la seule famille qui lui reste. S'il veut un jour voir un petit enfant, il doit régler ça aujourd'hui. Elle a attrapé les clés du Range Rover sur le comptoir. La voiture était la seule chose qui leur restait, donnant encore une impression de richesse, même si le paiement de location était déjà en retard. « Mets ton manteau », a-t-elle ordonné à Brandon. « Nous y allons maintenant. Nous allons conduire jusqu'à son appartement et nous allons l'affronter. Nous n'allons pas demander, Brandon. Nous allons exiger. Tu vas lui dire que s'il ne rallume pas tout et ne paie pas immédiatement ce prêt immobilier, il ne nous reverra plus jamais. Il mourra seul dans cet appartement. C'est clair ?» Brandon a hoché la tête, les yeux grands ouverts de peur, mais également éclairés par une colère mal placée. Il avait besoin d'un méchant, et Vanessa venait de lui en offrir un. Il a attrapé son manteau, le boutonnant pour cacher le tremblement de ses mains. « Tu as raison, » a-t-il dit, sa voix prenant une force fausse. « Il nous doit ça. Il a promis de nous soutenir. Il ne peut pas simplement nous retirer le tapis sous les pieds parce que ses sentiments sont blessés. Allons-y. » Ils ont quitté la maison, laissant Ted et Linda dans la cuisine froide et sombre. Le Range Rover a rugi dans l'allée, son moteur grondant comme une bête. J'ai regardé le traceur GPS du véhicule s'activer sur mon écran. Il bougeait. Il se dirigeait vers la ville, vers l'adresse qu'il croyait être mon domicile, le modeste appartement de 2 chambres que je gardais comme leur. Je me suis adossé à mon fauteuil en cuir, dans le penthouse 30 étages au-dessus de la rue, et j'ai souri. Il venait pour exiger. Il venait pour menacer. Et il venait dans un endroit où je n'étais pas. Mais il venait aussi dans la ville, où j'avais toutes les cartes en main. J'ai pris mon téléphone et appelé le gestionnaire de l'immeuble locatif, un homme que je payais très bien pour être discret. « Monsieur Martinez, ai-je dit, ils sont en route. Laissez-les monter, laissez-les frapper, et quand ils comprendront que je ne suis pas là, remettez-leur l'enveloppe. » Je l'ai laissé à la réception. J'ai raccroché et tourné mon fauteuil vers la fenêtre, regardant la neige tourbillonner autour des gratte-ciel. La confrontation qu'ils voulaient n'était pas celle qu'ils allaient obtenir. Ils pensaient conduire pour intimider un père sans défense. En réalité, ils fonçaient tout droit dans un piège posé 5 ans plus tôt, et les mâchoires allaient bientôt se refermer. L'ascenseur qui s'ouvrait directement dans mon salon
était une ligne express privée depuis le hall, une merveille mécanique qui montait avec une telle douceur qu'on aurait pu tenir une pièce de nickel sur la tranche. Pendant qu'il gravissait 30 étages, je me tenais au centre de la pièce, à attendre. L'enveloppe que je leur avais laissée à la réception de l'immeuble locatif ne contenait qu'une carte d'accès et un numéro d'étage. Je voulais qu'ils viennent à moi. Je voulais qu'ils fassent le trajet depuis la rue froide et pleine de neige fondue jusqu'aux nuages. Je voulais que cette ascension physique reflète le rappel à la réalité qu'ils étaient sur le point de recevoir. Je portais une robe de chambre en soie bleu nuit, le genre qui coûte plus cher qu'un costume correct, avec des pantoufles de velours qui n'avaient jamais touché un trottoir. Dans ma main, je tenais un verre en cristal rempli d'un Bordeaux 1982, un vin qui respirait l'argent. La pièce était plongée dans la pénombre, éclairée seulement par la ligne d'horizon de la ville qui brillait à travers les baies vitrées du sol au plafond et par la douce lumière ambrée de la cheminée. Le carillon de l'ascenseur a retenti discrètement, comme une annonce polie de la tempête qui arrivait. Les portes en acier brossé se sont ouvertes, révélant Brandon et Vanessa. Ils ressemblaient à des rats trempés. Leurs manteaux étaient humides à cause de la neige. Leurs visages étaient rougis par le froid mordant et par la chaleur de leur colère. Vanessa était au milieu d'une phrase, le doigt pointé vers le vide, prête à me le planter dans la poitrine. « Tu vas m'écouter, espèce de vieux !» Elle a commencé à sortir furieusement de l'ascenseur, mais la phrase est morte dans sa gorge. Elle s'est arrêtée net. Brandon lui a heurté le dos et a trébuché en avant. Tous les deux se sont figés. La colère qui les avait portés à travers la ville venait de se fracasser contre un mur d'opulence pure et absolue. Ils ont regardé les sols en marbre italien, le piano à queue dans le coin, les peintures à l'huile originales accrochées au mur, et la vue panoramique sur la ville qui scintillait en contrebas comme une boîte à bijoux. Leurs yeux ont finalement atterri sur moi, debout près de la cheminée, faisant tourner mon vin dans mon verre, avec l'air du propriétaire du monde. « Papa ?» a murmuré Brandon, sa voix résonnant dans l'immense pièce. « Qu'est-ce que c'est? Où sommes-nous » J'ai pris une lente gorgée de Bordeaux, laissant les tanins se poser sur ma langue. « Bienvenue à la maison, mon fils », ai-je dit d'une voix calme, veloutée. Ou plutôt, « Bienvenue chez moi », celle au sujet de laquelle tu n'as jamais pris la peine de poser la moindre question. Vanessa s'est ressaisie la première. Ses yeux ont parcouru la pièce, calculant, évaluant. Le choc a été remplacé par une autre forme de colère. La colère de quelqu'un qui comprend qu'il était assis sur une mine d'or sans avoir de pelle. Elle a marché vers moi, ses bottes mouillées grinçant sur le marbre. « Tu as caché ça » a-t-elle sifflé. Sa voix tremblait, non pas de peur, mais d'avidité et d'indignation. Tu vivais comme ça pendant que nous, on luttait. Tu as des millions, visiblement, et tu nous as laissé nous inquiéter pour les factures de carte de crédit. Tu es malade, Doug. Tu es un vieux malade égoïste. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas scié. Je l'ai simplement observé approcher, comme un biologiste regarderait un spécimen s'agiter. Lutter ? Ai-je répété en haussant un sourcil. Tu appelles lutter le fait de louer un Range Rover et d'acheter des sacs de créateurs ? C'est de cette lutte-là que tu parles, Vanessa ? Ne déforme pas les choses, a-t-elle hurlé en écartant les bras pour désigner tout le luxe autour de nous. Tu nous as menti. Tu as fait semblant d'être un retraité dans un appartement de location. Tu nous as laissé payer le dîner parfois. Tu nous as laissé t'acheter des cadeaux en pensant que tu vivais avec un revenu fixe. Tu nous as manipulés. Je n'ai manipulé personne, ai-je répondu calmement en allant vers le bar pour y poser mon verre. J'ai simplement choisi de ne pas révéler l'intégralité de mon portefeuille. Vous avez supposé que j'étais pauvre parce que cela vous donnait un sentiment de supériorité. Vous aimiez l'histoire du jeune couple prospère qui s'occupe du vieux père. Cela nourrissait votre ego. Mais dès que je suis devenu gênant, dès que je suis devenu un obstacle à votre ascension sociale, vous m'avez écarté. Brandon a avancé plus loin dans la pièce, les yeux fixés sur une photo encadrée posée sur la cheminée. C'était une image de moi sonnant la cloche d'ouverture à la bourse 10 ans plus tôt, une partie de ma vie au sujet de laquelle il n'avait jamais posé de questions, parce qu'il était trop occupé à parler de lui-même. « Papa, tu as tout ça » a-t-il dit, la voix lourde de trahison. « Et tu as coupé notre prêt immobilier. Tu as laissé la banque envoyer un avis de saisie.
Tu as coupé le chauffage. Tu nous as laissés geler pendant 2 jours alors que tu aurais pu payer cette facture avec la monnaie dans ta poche. Pourquoi? Pourquoi tu nous fais ça? Parce que je peux, ai-je dit en me tournant vers lui, et parce que tu avais besoin d'apprendre que l'argent est un outil, pas un droit acquis. Tu m'as désinvité, Brandon. Tu m'as dit que je n'étais pas assez bien pour ta table. Tu as choisi les parents de ta femme, des gens qui n'ont jamais gagné $1 qu'ils n'avaient pas emprunté, plutôt que le père qui a subventionné toute ta vie d'adulte. On voulait juste passer un Noël seul, a crié Vanessa en l'interrompant. Mes parents sont des invités. Ils sont délicats. Toi, tu es de la famille. Tu es censé comprendre. Tu es censé te sacrifier pour tes enfants. C'est ce que font les parents. Tu es égoïste, Doug. Tu es la personne la plus égoïste que j'ai jamais rencontrée, à accumuler toute cette richesse pendant que ton fils se noie. Égoïste. J'ai ri, d'un rire bas et sec. J'ai payé votre apport, Vanessa. 40 000 $. J'ai payé votre mariage. 50 000 $. Pendant 5 ans, j'ai payé votre prêt immobilier, votre assurance, vos taxes, vos frais de club et vos vacances. Le total approche le demi-million de $. Si c'est ça l'égoïsme, je redouterais de voir ta définition de la générosité. C'est différent, a-t-elle répliqué en s'approchant encore, son parfum se mêlant à l'odeur du feu de bois. C'est ton devoir. Tu as tellement, et nous, on commence à peine. Nous sommes ton héritage. Si tu nous laisses échouer, c'est toi qui auras mauvaise image. Mon héritage? J'ai pris le tisonnier et ajusté une bûche dans la cheminée, envoyant des étincelles dans le conduit. Mon héritage, ce n'est pas une maison que tu ne peux pas te permettre, ni une voiture que tu loues pour impressionner des inconnus. Mon héritage devait être un fils avec de l'intégrité. Un fils qui valorise la loyauté plus que les apparences. Mais en vous voyant maintenant debout dans mon salon, exigeant mon argent après m'avoir craché au visage, je comprends que j'ai fait un mauvais investissement. Brandon a levé les yeux du sol. « Papa, s'il te plaît, on peut arranger ça. Remets simplement les virements en place, s'il te plaît. Les Carter sont à la maison. On a l'air de fous. » Je me suis tourné pleinement vers eux en resserrant la ceinture de ma robe de chambre en soie. « Vous avez l'air de fous parce que vous êtes des fous, » ai-je dit, ma voix descendant d'un ton et perdant toute chaleur. « Vous avez fait entrer des parasites chez vous et vous avez essayé de les nourrir avec mon sang. Et maintenant, vous êtes furieux parce que la veine s'est asséchée. Tu nous dois ça, a hurlé Vanessa, perdant complètement le contrôle. Elle avait l'air de vouloir m'attaquer, mais l'immensité de la pièce semblait la retenir. Tu nous dois ça pour le temps que nous avons passé avec toi. Tu nous dois ça pour les petits-enfants que nous pourrions peut-être te donner un jour. Tu crois que tu peux acheter la paix et le silence? Tu vas mourir seul dans ce penthouse, Doug, et nous ne serons pas là. » J'ai souri, un sourire froid, sans humour, qui n'a pas atteint mes yeux. C'est le plan, Vanessa. Je préfère mourir seul en paix que vivre entouré de vautours attendant de me dépouiller jusqu'aux os. Je me suis approché du panneau mural et j'ai appuyé sur un bouton. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes de nouveau, en attente. « Dehors », ai-je dit doucement. Brandon m'a regardé, les larmes montant dans ses yeux. « Papa, s'il te plaît, ne fais pas ça. Nous n'avons nulle part où aller. Vous avez un Range Rover, ai-je dit, et vous avez les Carter. Je suis sûr que Ted a un plan brillant pour vous sauver. Peut-être qu'il peut vendre quelques-unes de ces histoires. Rentre chez toi, Brandon, ou va où tu veux, mais sors de ma maison. » Vanessa a attrapé le bras de Brandon et l'a tiré vers l'ascenseur. Elle m'a lancé un regard d'une haine si pure qu'elle en était presque impressionnante. « Tu vas le regretter » a-t-elle craché. « Tu reviendras en rampant quand tu seras malade, quand tu auras besoin de quelqu'un pour changer tes couches. Nous nous souviendrons de ça. » J'ai levé mon verre de vin vers elle. « J'y compte bien, ma chère. Maintenant, au revoir. » Ils sont entrés dans l'ascenseur, Vanessa continuant à lancer des insultes. Brandon me regardant avec les yeux d'un enfant perdu. Les portes se sont refermées, coupant leur vacarme et restaurant le silence du penthouse. Je suis resté là un long moment, regardant les chiffres au-dessus de l'ascenseur descendre. 30, 20, 10. Hall. J'ai pris une gorgée de vin. Il avait meilleur goût que jamais. Il avait le goût de la victoire. Mais la nuit n'était pas terminée.
Je suis allé jusqu'à mon bureau et j'ai pris le dossier qu'Abernathy m'avait envoyé, le rapport du détective privé sur Ted Carter. Il était temps de passer à la deuxième phase. La première leçon concernait l'argent. La deuxième allait concerner la vérité. Et Ted Carter, l'homme qui mangeait ma nourriture et dormait dans ma maison, cachait beaucoup de vérité. Le silence dans le penthouse après la fermeture des portes de l'ascenseur était lourd, mais c'était une bonne lourdeur. Le poids d'une décision enfin prise. La poussière qui retombe après une démolition. J'ai terminé mon vin et posé le verre en cristal sur le dessous de verre avec un clic volontaire. Mon fils et sa femme étaient partis, retournant à la froide réalité de leur maison non chauffée. Mais mon travail pour la soirée n'était pas terminé. Je suis allé jusqu'à mon bureau en acajou, où l'épaisse enveloppe manille de Julian reposait sous la lumière de la lampe de banquier. Il était temps d'examiner le deuxième registre. Je me suis assis et j'ai ouvert le seau avec un coupe-papier. Le dossier était complet. Julian n'avait pas simplement trouvé de la saleté, il l'avait excavé. La première chose qui en a glissé était une photo de Ted Carter, non pas dans un country club ou sur un yacht, mais sortant d'un tribunal des faillites à Fort Lauderdale, l'air négligé et furieux. J'ai pris la fiche de synthèse et commencé à lire. Le récit du riche homme d'affaires retraité de Florida s'effondrait à chaque ligne. Ted Carter n'était pas retraité. Il se cachait. Selon les documents judiciaires joints au dossier, Theodore Carter avait déposé une demande de faillite en vertu du Chapter 7 3 mois plus tôt, mais le syndic avait signalé le dossier pour fraude. Apparemment, Ted avait tenté de dissimuler des actifs en faisant passer de l'argent par des comptes écrans afin d'éviter de payer un jugement lié à une entreprise immobilière ratée qui ressemblait étrangement à une pyramide de Ponzi. Il n'était pas seulement ruiné, il était activement recherché par des créanciers et des huissiers dans l'État de Florida. J'ai tourné la page et trouvé une copie d'un avis de saisie pour un appartement à Boca Raton. Il était daté du 1er novembre. La banque avait repris possession du bien. La vie luxueuse dont Vanessa se vantait, le domaine dont elle affirmait que ses parents se séparaient pour réduire leur train de vie, n'existait pas. Ils avaient été expulsés. Le shérif leur avait donné 24 heures pour quitter les lieux le 10 décembre, 5 jours avant que Brandon ne m'appelle pour me désinviter de Noël. La chronologie était d'une perfection écœurante. J'ai regardé une série de photos de surveillance prises par Julian à l'aéroport au moment de l'arrivée des Carter. Je ne les avais pas encore vus. Sur les images, Ted et Linda se tenaient près du tapis à bagages. Ils n'avaient pas les 2 valises habituelles d'une visite de vacances. Ils avaient 8 énormes malles, des clubs de golf, des cartons scotchés et une cage à oiseaux. Ils n'étaient pas venus passer les fêtes, ils avaient emménagé. Je me suis adossé à mon fauteuil, sentant un nœud froid de dégoût se serrer dans mon estomac. Voilà le grand plan. Voilà pourquoi Vanessa était si désespérée d'obtenir de l'intimité, si insistante sur le récit de la famille nucléaire. Elle ne protégeait pas ses parents de mon chien ou de mon vieux pick-up. Elle cachait le fait que ses parents étaient des fugitifs sans domicile, fuyant la loi, et qu'elle avait l'intention de les loger indéfiniment dans ma propriété, à mes frais. J'ai feuilleté la section consacrée à Linda Carter. Elle était tout aussi accablante. Il y avait des relevés de cartes de crédit au maximum et une plainte déposée par une boutique locale pour marchandises impayées. C'était une femme qui faisait du shopping pour combler un vide, et quand l'argent disparaissait, elle cessait simplement de payer. Le rapport indiquait que ses chèques de sécurité sociale étaient déjà saisis. Je me suis levé et je suis allé jusqu'à la fenêtre, regardant les lumières de la ville en repensant à la conversation que je venais d'avoir avec Brandon. Il avait loué un Range Rover pour impressionner un homme qui était techniquement un squatter. Il avait exclu son propre père de sa vie pour faire de la place à un escroc qui comptait dormir dans sa chambre d'amis jusqu'à la fin des temps. Et Vanessa savait. Elle devait savoir. On ne met pas toute sa vie dans 8 malles pour des vacances de 10 jours. Elle savait que ses parents étaient ruinés. Elle savait qu'ils avaient perdu l'appartement. Elle savait qu'ils venaient pour rester pour toujours. Et au lieu de demander de l'aide, au lieu d'être honnête, elle avait essayé de me harceler pour financer leur refuge. Elle voulait sécuriser la maison, m'éloigner du tableau et transformer le 24 Oak Street en sanctuaire pour ses parents arnaqueurs.
C'était une invasion parasitaire. L'exclusion de Noël n'était pas une blessure émotionnelle. C'était une manœuvre tactique. Ils avaient alors besoin d'espace et de contrôle. Ils ne pouvaient pas me laisser venir poser des questions. Remarquer que Ted ne semblait jamais avoir de vol retour réservé. Remarquer que les cartons dans le garage n'étaient jamais déballés. Ils avaient besoin que l'organisme hôte soit absent pendant qu'ils se nourrissaient. J'ai regardé de nouveau la photo de Ted Carter, son rictus arrogant, même en sortant du tribunal des faillites. C'était un homme convaincu que le monde lui devait de quoi vivre. Il dormait en ce moment même dans un lit que j'avais payé, mangeait de la nourriture que j'avais payée et se plaignait d'une température que j'avais payée. J'ai pris le téléphone et composé le numéro d'Abernathy. « Même s'il est tard, Sam », ai-je dit lorsqu'il a répondu, « je viens de terminer le dossier Carter. C'est pire que ce que nous pensions. Ce n'est pas seulement un profiteur. Il fuit une accusation de fraude en Florida. J'ai entendu un bruissement de papier à l'autre bout du fil. Je m'en doutais, a répondu Abernathy. Qu'est-ce que tu veux faire? L'avis d'expulsion lié au défaut de paiement du prêt part demain. Très bien, ai-je dit, mais je veux ajouter quelque chose au dossier. Ted Carter est indiqué comme invité à la résidence, n'est-ce pas? Techniquement, oui, a répondu Abernathy. Eh bien, ai-je repris en regardant l'avis de saisie posé sur mon bureau, s'il utilise cette adresse pour échapper à des huissiers fédéraux, cela fait de la propriété un élément permettant d'abriter un fugitif. N'est-ce pas? Abernathy a ri, d'un rire bas et sec. Doug, tu es un homme vicieux. J'aime ça. J'appellerai demain matin le bureau du syndic en Florida pour leur donner l'adresse actuelle de M. Carter. Je suis sûr qu'ils seront très intéressés de savoir où il cache ses clubs de golf. Fais-le, ai-je dit. Et Sam accélère la saisie. Je ne veux pas qu'ils s'installent confortablement. Ils pensent avoir trouvé un canot de sauvetage. Je veux qu'ils comprennent qu'ils ont sauté sur le Titanic. J'ai raccroché et refermé le dossier. La colère avait disparu, remplacée par la précision froide d'un chirurgien retirant une tumeur. Mon fils allait perdre sa maison, mais il allait être sauvé d'une vie entière passée à entretenir ses sangsues. Il ne m'en remercierait pas. Pas encore. Mais un jour, quand le brouillard se dissiperait, il comprendrait que je n'avais pas seulement cessé de payer ses factures. J'avais arrêté un vol en cours. La semaine suivant la confrontation dans mon penthouse fut une étude de désespoir maniaque sur Oak Street. Julian, mon détective privé, me tenait informé par des rapports quotidiens qui se lisaient comme le scénario d'une tragédie jouée par des clowns. Le compte à rebours de la saisie avançait. Le chauffage était toujours coupé. Et la piscine était désormais un danger biologique. Mais au lieu de chercher l'humilité, Vanessa a trouvé une calculatrice. Elle a fait le calcul que tout investisseur immobilier amateur fait lorsqu'il est acculé. Elle a calculé l'équité. J'ai reçu la nouvelle par une alerte Zillow sur mon téléphone. La notification est apparue pendant que je prenais un déjeuner léger à mon club. Le 24 Oak Street était mis en vente. Le prix demandé était agressif. 650 000 $. D'après le marché, la maison avait pris beaucoup de valeur depuis que je l'avais achetée 5 ans plus tôt. Brandon et Vanessa avaient fait le même calcul. Ils se disaient qu'ils devaient peut-être 350 000 $ à la banque. S'ils vendaient à 650 000, même après les frais, ils repartiraient avec près $250 000 en liquide. C'était leur parachute doré. Vanessa avait convaincu Brandon que c'était le mouvement de pouvoir ultime. Ils vendraient la maison, paieraient les dettes bancaires, loueraient un loft tendance en centre-ville, et il leur resterait encore assez d'argent pour acheter une nouvelle garde-robe et maintenir Ted et Linda dans le style de vie auquel ils estimaient avoir droit. Ils ne voyaient pas la maison comme un foyer que j'avais fourni. Ils la voyaient comme une tirelire qu'ils s'apprêtaient à fracasser. Julian m'a raconté que l'atmosphère dans la maison avait changé du jour au lendemain, passant du désastre à un optimisme frénétique. Ils ont engagé une société de mise en scène immobilière, payant l'acompte avec une carte de crédit qui n'avait pas encore été refusée, probablement une des cartes d'urgence secrètes de Linda. Ils ont passé 3 jours à effacer les traces de négligence de la propriété. Ils ont acheté des chauffages d'appoint pour réchauffer les pièces pendant les visites, les cachant derrière les meubles pour que les acheteurs potentiels ne se rendent pas compte que le chauffage central était mort. Ils ont déversé tant de chlore dans la piscine que les vapeurs se sentaient depuis la rue,
essayant de transformer le marécage vert en bleu, juste assez longtemps pour tromper un acheteur. Je suis passé en voiture devant la maison la veille de la journée, portes ouvertes, uniquement comme observateur. Le panneau à vendre était planté dans la pelouse, audacieux et arrogant. Une guirlande de ballons oscillait dans le vent froid. J'ai vu Brandon dans l'allée, nettoyant le bardage au nettoyeur haute pression, essayant de faire disparaître les preuves de sa propre paresse. Il avait l'air déterminé, il avait l'air plein d'espoir, et il avait l'air d'un homme convaincu d'avoir trouvé un échec, et mat. J'ai pris mon téléphone et appelé Abernathy. « Sam », ai-je dit en regardant mon fils projeter de l'eau sur l'allée gelée. Ils l'ont mise en vente. Ils visent une vente rapide. La journée portes ouvertes est demain. J'ai entendu le froissement du papier à l'autre bout du fil. « Bien », a dit Abernathy. « L'examen du titre n'a pas encore eu lieu. Quand un acheteur deviendra sérieux, la société de titres sortira les registres. C'est là qu'ils verront le privilège. »« Non », ai-je dit en l'interrompant. « Je ne veux pas que la société de titres le signale discrètement. Je ne veux pas qu'un agent immobilier leur murmure la mauvaise nouvelle au téléphone. Je veux qu'ils reçoivent une offre. Je veux qu'ils l'acceptent. Je veux qu'ils entrent dans la salle de clôture en pensant être à quelques minutes d'un chèque de 200 000 $. Je veux qu'ils goûtent le champagne, Sam. Et ensuite, je veux que tu entres. »« Tu es un homme cruel, Doug, » a répondu Abernathy avec un petit rire. « Je préparerai les documents. Donne-moi simplement le signal. » Je suis reparti, laissant Brandon à son nettoyeur haute pression. Il n'avait aucune idée que l'équité sur laquelle il comptait, le profit qu'il dépensait déjà mentalement, n'existait pas. Il avait oublié, ou peut-être n'avait-il jamais pris la peine de lire, les documents qu'il avait signés 5 ans plus tôt. Quand j'avais acheté la maison, j'avais versé 200 000 $ de mon propre argent. Mais je ne les lui avais pas simplement donnés. J'avais demandé à Abernathy de rédiger une reconnaissance de dette exigible, une seconde hypothèque garantie par la propriété, couvrant la totalité de l'apport, plus les intérêts, plus chaque paiement mensuel que j'avais effectué en son nom. C'était un mécanisme de sécurité, un privilège dormant conçu pour protéger mon investissement au cas où il essaierait un jour de vendre la maison sans mon autorisation, ou au cas où il déciderait de me couper de sa vie. Techniquement, la maison n'avait aucune équité. En réalité, avec les intérêts accumulés, Brandon était sous l'eau. Il me devait plus que la maison ne valait. S'il la vendait, chaque centime de la vente irait d'abord à la banque, puis à moi. Il repartirait sans rien, sauf les frais de clôture et les commissions de courtage. La journée portes ouvertes du dimanche fut un cirque. L'agente immobilière, une amie de Vanessa nommée Chloé, qui portait trop de parfum et ne vérifiait pas les registres de titres, réussit à remplir la maison. L'allée était pleine de voitures. Des gens traversèrent les pièces, admirant les moulures et la cuisine de chef, sans savoir que le gaz était coupé. Vanessa faisait la reine dans le salon, portant un manteau blanc pour cacher qu'elle grelottait, souriant comme une gagnante de loterie. Elle racontait à tous ceux qui voulaient bien l'écouter qu'ils réduisaient la taille de leur logement parce qu'ils voulaient voyager davantage, se libérer du poids d'une si grande propriété. Ted Carter était là aussi, jouant au seigneur du manoir. Il buvait le reste de mon scotch, parlant aux acheteurs potentiels des améliorations qu'il prétendait avoir supervisées, montrant le savoir-faire de la terrasse comme s'il l'avait construite lui-même. Il avait l'air suffisant, rassuré à l'idée que l'équité de sa fille financerait ses prochains mois de fuite face aux autorités de Florida. J'étais assis dans ma voiture, plus bas dans la rue, à observer le défilé. C'était le sommet de leur arrogance. Ils vendaient mon cadeau pour payer leur trahison. Ils se tenaient dans la maison que j'avais payée, la vendant à des inconnus pour financer leur fuite devant les conséquences de leurs actes. Le lundi matin, ils avaient 3 offres. Le mardi, ils en avaient accepté une largement au-dessus du prix demandé. Une offre entièrement en espèces d'un promoteur qui voulait une clôture rapide. C'était parfait. La vitesse était exactement ce qu'ils voulaient et exactement ce dont j'avais besoin. Brandon m'a appelé mercredi. Sa voix était suffisante, dégoulinante d'une fausse magnanimité. « Papa, a-t-il dit, je voulais juste te prévenir. On a vendu la maison. On a obtenu un excellent prix. On signe la semaine prochaine. On va rembourser la banque et passer à autre chose. On n'a plus besoin de ton argent. »
On s'en est sorti. J'ai écouté son assurance, ressentant une pointe de pitié mêlée à la résolution d'un chirurgien tenant son scalpel. « C'est bien, Brandon, » ai-je dit sincèrement. « Je suis content que tu aies trouvé une solution. J'espère que la clôture se passera sans problème. » « Elle se passera très bien, » m'a-t-il assuré. « On a une excellente avocate, une amie de Vanessa. On va enfin être indépendant, papa. Vraiment indépendant. » J'ai raccroché et regardé le calendrier. La clôture était fixée au vendredi à 10h du matin à la société de titres en centre-ville. J'ai appelé Abernathy. « Vendredi à 10h, ai-je dit. Apporte la note d'exigibilité. Et Sam, apporte la calculatrice. Je veux qu'ils voient le calcul exact. Je veux qu'ils voient précisément combien coûte leur indépendance. » Le piège était prêt. Ils allaient entrer dans cette salle de clôture en s'attendant à un paiement. Ils allaient en sortir avec une dette et l'expression sur le visage de Vanessa, lorsqu'elle comprendrait que son parachute doré était en réalité une enclume, valait pour moi n'importe quel prix. La salle de conférence de Centennial Title sentait le café noisette bon marché et la victoire prématurée. La suite de cette histoire vous attend sur notre Patreon. Suivez le lien en description et découvrez ce qui se cache au-delà du récit. Vous y trouverez également de nombreux contenus exclusifs, réservés uniquement à nos abonnés.